Merci d'avoir choisi Monlisa TV. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre bulletin d'information. À la une de l'actualité, à Delma, de nombreux vendeurs affirment payer une contribution à la mairie pour occuper leur remplacement malgré l'absence d'autorisation étatique. Je paie 125 000 gourdes à la mairie pour garder cette place, explique Daphné Léandre, propriétaire de Nata Pharma. Si certains affichent un tag municipal, la majorité ne dispose ni de patente visible ni de licence pharmaceutique. Cette situation souligne l'incapacité de l'État à réguler le commerce et à garantir la sécurité sanitaire de ses citoyens. Autre information à ce bulletin, avec une population presque équivalente, Haïti a un retard inquiétant par rapport à son voisin dominicain en matière de finances publiques. Selon Nesmi Maniga, la République dominicaine mobilise près de 10 fois plus de recettes fiscales que l'État haïtien. Concrètement, chaque citoyen dominicain dispose d'environ 1 800 $ de ressources publiques contre 170 $ pour chaque haïtien. Cette énorme différence limite considérablement la capacité de l'État haïtien à financer les services essentiels, santé, éducation, sécurité et infrastructure. Pour Maniga, cet cas illustre la nécessité urgente de réformes fiscales et administratives profondes afin de permettre à Haïti de mieux répondre aux besoins de sa population et de combler le retard économique accumulé. Autre point de l'actualité, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé est rentré en Haïti ce vendredi 13 mars 2026 après une visite officielle au Chili où il a participé le 11 mars à la cérémonie d'investiture du président élu José Antonio Cast. En marge de l'événement, le chef du gouvernement a tenu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le vice-président du El Salvador, Félix Ulloa, et le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert Randin, autour de la sécurité, de la stabilisation du pays et de l'organisation des prochaines élections en Haïti. Accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, il a également rencontré des membres de la communauté haïtienne vivant au Chili. Hier, vendredi, Mario Andresol s'est rendu au centre de formation militaire de Clercine pour évaluer des conditions de vie des recrues et le programme de formation des forces armées. Au cours de cette visite, le ministre a présenté plusieurs mesures visant à améliorer le fonctionnement du centre, renforcement de l'encadrement et des conditions de formation, préparation et installation de nouveaux blocs sanitaires, construction de bâtiments additionnels et amélioration des conditions de travail du personnel formateur. Mario Andresol a également annoncé la mise en œuvre d'une stratégie pour renforcer les capacités opérationnelles de la garde nationale chargée de sécuriser l'aéroport international Toussaint Louverture ainsi qu'un accroissement des effectifs pour soutenir la PNH dans la surveillance et la gestion du pénitencier national. Autre dossier, la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Sandra Polémon, a organisé vendredi 13 mars à Port-au-Prince un atelier de travail avec les unités d'études et de programmation UEP des ministères sectoriels autour du programme d'investissement public PIP rectificatif 2025-2026. Tenue sur instruction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, cette rencontre visait à orienter les investissements publics vers des projets prioritaires, notamment la sécurité, la relance économique et la préparation des prochaines élections. L'atelier s'est déroulé en présence du directeur général du MPCE, Guy Romero Latry, et du directeur de cabinet de la ministre, Rudy Mentor. Dossier santé, le ministère de la Santé publique et de la population MSPP a organisé le vendredi 13 mars une clinique mobile dans la localité de Bellefontaine, 3e section communale de Croix-des-Bouquets, permettant aux habitants de cette zone de bénéficier de soins médicaux de proximité. Médecins, infirmières et personnels de santé ont été mobilisés pour offrir des consultations et une assistance médicale aux familles de la communauté. Cette initiative, réalisée sous le leadership du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et la direction du ministre de la Santé, le Dr Sinal Bertrand, vise à rapprocher les services de santé des populations vivant dans des zones éloignées et à faciliter leur accès aux soins.
Autre information à ce bulletin, l'accès à la justice n'est pas garanti en Haïti, selon un rapport publié vendredi par Office de la protection du citoyen OPC. L'institution alerte les autorités sur la gravité de la situation et ses conséquences sur le respect des droits humains dans le pays. Le protecteur du citoyen, Jean-Wilner Morin, souligne que la majorité des tribunaux du pays sont devenus dysfonctionnels depuis plus de 25 mois, ce qui limite fortement l'accès des citoyens à la justice. Le Réseau national de défense des droits humains RNDDH et le Réseau Grandance des droits humains ont appelé les autorités à agir après le viol d'une mineure à Chambelan. Dans une note rendue publique, les deux organisations exigent que Clevens, logiste, Kedson, logiste et Kensley, logiste, soient recherchés, arrêtés, jugés et condamnés conformément à la loi. Elle insiste sur la nécessité pour les autorités policières et judiciaires de prendre toutes les mesures pour protéger les victimes et garantir que justice soit rendue. Autre grand point, plus de 10 jours après l'entrée en fonction du Premier ministre intérimaire Alix Didier Fils-Aimé, les États-Unis n'ont pas encore salué officiellement son gouvernement. Dans un message publié sur X, l'ambassade américaine en Haïti dénonce les gangs brutaux qui contrôlent le pays et appelle les autres pays de la région à coopérer pour les traquer. Selon Washington, ces groupes entretiennent des liens avec des réseaux criminels aux États-Unis, Europe et Amérique du Sud. Les États-Unis sont également en discussion avec les Nations Unies pour mettre en place une force chargée de réprimer ces gangs tout en restant silencieux sur le gouvernement actuel. Autre information à ce bulletin, invité à une rencontre organisée par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, autour du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, le mouvement sociopolitique La Jeunesse qui s'envelait, qui n'a pas signé le document, a mis en évidence plusieurs failles du pacte susceptibles, selon lui, de plonger le pays dans une crise électorale majeure. Lors de son intervention, le leader du mouvement Sterling Civil a souligné que certains articles du pacte sont en contradiction avec le décret et le calendrier électoral actuellement en vigueur. Elle s'interroge sur la légalité du processus, demandant au nom de quel décret et de quel calendrier électoral les partis signataires se sont inscrits auprès du Conseil électoral provisoire CEP. Selon elle, le texte du pacte ne fait référence au décret et au calendrier électoral qu'au futur, alors que le CEP applique déjà ceux publiés en décembre dernier, conformément à l'arrêté d'octobre 2025 et a modifié sa mission. Madame Civil estime qu'un remaniement du CEP par le chef de l'exécutif serait une erreur grave, envoyant un signal que le gouvernement n'a pas l'intention réelle d'organiser les élections dans le pays. Plus de 15 ans après les ouragans de 2008, le parc Sténio-Vincent, principal terrain de football des Gonaïves, reste en ruine. Ancien dirigeant du Racine FC et journaliste Johnny Ferdinand dénonce des années de promesses non tenues et interpelle le ministère des Sports pour une réhabilitation urgente. Réhabilité en 2005, le stade avait été gravement endommagé par Anna et Ike. Depuis, plusieurs annonces de travaux sous différentes administrations n'ont jamais été concrétisées. Les clubs locaux continuent d'y jouer dans des conditions précaires, tandis que le parc Miguel Saint-Jean, censé offrir une alternative, se dégrade lui aussi. Pour Johnny Ferdinand, il est temps que l'histoire footballistique de la Cité de l'Indépendance se traduise enfin par des infrastructures dignes de son passé. Les informations internationales dans quelques instants. Six membres d'équipage d'un avion ravitailleur KC-135 américains ont perdu la vie dans l'ouest de l'Irak, a confirmé le commandement central des États-Unis. L'appareil s'est écrasé le 12 mars alors qu'il évoluait dans un espace aérien allié dans le cadre de l'opération Epic Fury.
Selon l'armée américaine, l'accident n'est lié ni à un tir ennemi ni à un tir ami. Les identités des victimes resteront confidentielles afin de permettre la notification des familles. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de ce drame. Et pour finir, le gouvernement cubain a annoncé jeudi 12 mars la libération dans les prochains jours de 51 prisonniers, un geste qualifié de bonne volonté envers le Vatican, médiateur historique entre La Havane et Washington. Cette décision intervient alors que les tensions avec les États-Unis restent vives. Washington applique un embargo pétrolier de facto contre l'île communiste et le président Donald Trump multiplie des déclarations critiques à l'encontre de Cuba. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce bulletin. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous servir. Passez d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir.